Dans cette vidéo, on a voulu déconstruire toutes les idées reçues et les légendes fantasmées qui entourent parfois des figures célèbres du monde musulman. Des récits qui viennent jusqu'à se substituer aux sources historiques et qui deviennent des supports de croyances. On en vient à remplacer de véritables personnages par des archétypes qui correspondraient plus ou moins à la représentation que l'on se fait de l'autre. C'est dans ce sens que l'on a sélectionné pour vous 3 de ces personnages devenus mythiques pour tenter de démystifier cet imaginaire. Certains connaissent principalement le calife Harun Rashid à travers le récit que lui en ont fait les conteurs des Mille et une nuits. Ainsi, beaucoup d'histoires, de légendes et de fantasmes entourent sa personne. Pour certains, il fut un calife juste en confortant la sécurité et la stabilité de son empire, en améliorant les conditions de vie des populations, en réformant la justice et en combattant les ennemis de l'État. Pour d'autres, il fut un homme à femme, esclave de ses désirs et des distractions, et éliminant l'ennemi de manière froide. Pour se faire une idée plus proche de la réalité, revenons au contexte politique et social qui a précédé le règne de ce 5e calife abbasside. À chaque fois que l'on se réfère à la fondation de la dynastie abbasside en 750, remontent les images de combats et de sang sur les ruines du règne des Omeyyades. Si on doit au 2e calife abbasside El-Mansour la construction de Bagdad, qui devient la capitale du futur empire en construction, il faudra attendre l'intronisation de Harun Rashid en 786 pour que l'État abbasside connaisse ses heures de gloire. Proclamé calife à l'âge de 25 ans en 786, Harun se trouve confronté à de nombreux défis, dont l'opposition des Alaouites qui voulaient récupérer le califat. Il instaure alors une nouvelle politique basée sur la clémence, l'indulgence et la tolérance à leur égard, en écartant le gouverneur de Médine qui les pourchassait et en levant la résidence surveillée pour ceux qui habitaient Bagdad. Plusieurs autres menaces ont vu le jour lors de son règne, face auxquelles il a engagé des actions militaires et de renseignement pour mettre fin aux dissidences et stabiliser son empire. Dans ce contexte de lutte pour le pouvoir, Harun Rashid s'entoure d'un ministre qui était au service des premiers califes abbassides et de ses 2 fils, qui tenaient entre leurs mains toutes les manettes du pouvoir pendant 17 ans à ses côtés, au-dessus de toute surveillance et contrôle. On parlait de fléau des Barmaques car ils gouvernaient l'empire de l'Est à l'Ouest, tout en contrôlant les finances, la poste et les affaires du palais. Ainsi, Harun ne voyait et n'entendait qu'à travers leurs yeux et oreilles. Face à la multiplication d'événements de contestation et de lettres de dénonciation parvenues à Harun, et dont la plus célèbre est celle d'Atabari qui relatait tous les méfaits des Barmaques et dont le calife serait responsable devant Dieu, Harun Rashid a réalisé que leur puissance était une réelle menace pour la continuité du règne abbasside et a repris les choses en main. Un autre fait historique qui caractérise le califat de Harun Rashid, c'est sa relation avec son ennemi extérieur, les Byzantins. Il les a affrontés à plusieurs reprises et parfois à la tête de ses armées. Depuis la perte du Levant, actuelle Syrie et Liban, de l'Égypte et de l'Afrique du Nord, les Byzantins n'ont cessé de mettre la pression sur l'empire omeyyade puis abbasside depuis les frontières nord avec l'Asie mineure. Harun Rashid a adopté une nouvelle stratégie face aux Byzantins en donnant plus de délégation dans la décision et l'action aux zones frontalières. Cette stratégie lui a permis d'arriver jusqu'à Ankara, de prendre plusieurs forteresses byzantines et d'amener l'empereur byzantin à la conclusion d'un accord de paix contre le paiement d'une dîme. Harun Rashid a mené tout au long de sa vie des combats sur plusieurs fronts, tant en interne qu'en externe. Ses ennemis ont tout fait pour détruire sa légitimité. C'est ainsi qu'on a essayé de construire toute une image négative autour du personnage, le faible plongé dans les plaisirs de la vie, l'adorateur des fêtes nocturnes, l'alcoolique disposant d'un harem de plusieurs centaines de femmes. 2 livres ont contribué à la propagation d'une telle image dans l'imaginaire de certains, le livre des chansons d'Al-Asfahani et les Mille et une nuits. Mais tous ces écrits ne résistent pas au travail objectif et factuel des historiens, lesquels dans leur ensemble considèrent Harun Rashid comme le calife majeur des Abbassides de par sa stature, son intelligence, son leadership et sa piété. Il avait une seule épouse, Zubayda bint Ja'far. Harun a institué autour de lui des assemblées pour traiter les affaires de l'État, pour réparer les injustices ou pour animer des débats intellectuels en présence de savants et de poètes qui ont marqué leur époque.
Bagdad a connu un essor important par le développement de l'urbanisation, le revêtement de ses rues, la construction de palais, de mosquées, de bassins, de jardins, de commerces, d'ateliers. Sa population s'est accrue pour atteindre 1 million de personnes. Harun Rashid y a construit la maison de la sagesse et l'a dotée de plusieurs milliers de livres et de manuscrits avec des traducteurs dans les différentes langues du savoir de l'époque. Bagdad était le centre du monde et l'empire abbasside s'étalait sur la moitié de la planète. Harun a voué toute sa vie à renforcer la sécurité et la stabilité de son empire. Il est mort en 809 sur le chemin vers Khorasan pour éteindre une révolte. C'est un autre personnage qui fait l'objet d'une injustice flagrante, notamment de la part de réalisateurs hollywoodiens qui le représentent comme un pirate sans foi ni loi. Jetons de la lumière sur lui sur la base de faits historiques avérés. Il s'agit de Khaireddin dit Barberousse. Pour la petite anecdote, son nom turc étant Barbaros, on l'avait tout bonnement traduit par Barberousse car il avait effectivement une barbe rousse. Khaireddin voit le jour vers 1476 dans l'île grecque de Lesbos qui faisait partie de l'Empire ottoman. Il est né d'une mère grecque chrétienne et d'un père musulman d'origine turque qui faisait partie des janissaires, groupe d'élite de l'armée ottomane, connus pour leur force et leur discipline. Khaireddin était fasciné par la navigation dans les mers. Lui et son frère Arouj ont démarré dans le commerce en investissant dans les bateaux avant de rejoindre l'armée ottomane. En consultant les livres des historiens de son époque, on est impressionné par les accomplissements de lui et de son frère, dont nous citons quelques exemples. Tout d'abord, ils sauvent des musulmans et des juifs séfarades de l'inquisition espagnole et des conversions forcées décidées par Isabelle la catholique en 1492. Pour ce faire, il les embarquait sur leur navire de l'Andalousie vers l'Empire ottoman sous le règne du sultan Bayazid II. Par cette action, ils reçoivent beaucoup de considération de la part des musulmans et des juifs. L'une des principales batailles maritimes et terrestres des frères Arouj, Ishaq et Khaireddin se conclut par la conquête d'Alger qui était aux mains des Espagnols. Suite à cette prise, les Espagnols ont mobilisé 15 000 combattants et encerclé la ville de Tlemcen où se trouvaient Arouj et Ishaq. Ils ont fini par les exécuter en 1518. Pour sécuriser la prise d'Alger d'une contre-attaque espagnole, Barberousse a proposé le rattachement de la régence d'Alger à l'Empire ottoman, dont le sultan était Sélim Ier, père de Soleiman le Magnifique. Accueillant favorablement cette demande, Sélim Ier lui envoie 2000 janissaires et 4000 soldats volontaires turcs et délivre les musulmans de l'armée espagnole, italienne et portugaise. Grâce à une flotte de 36 navires et en 7 voyages, Barberousse a pu transporter 70 000 musulmans andalous à Alger pour y résider. En 1543, un autre fait d'armes de Khaireddin fut le jour où le sultan Soleiman le Magnifique l'investit d'une mission qui consistait à libérer la ville de Nice des mains du duc de Savoie, allié de Charles Quint, empereur de l'Empire romain et roi d'Espagne. Ce dernier a vaincu François Ier, roi de France, lors de sa bataille de Pavie en 1525 et l'a obligé à signer l'accord de Madrid, désastreux pour la France. Ceci a amené François Ier à solliciter l'aide du sultan ottoman à la tête de l'empire le plus puissant à l'époque. Ainsi, Barberousse est parti à la tête d'une flotte de 100 navires et 30 000 soldats pour aider les Français à libérer Nice. Suite à sa victoire, François Ier a proposé aux Ottomans d'installer une base militaire au port de Toulon pour protéger la France de nouvelles attaques de l'Empire romain en contrepartie du soutien de la France pour libérer Tunis. Ce fut le cas en 1534. Grâce à une stratégie minutieuse, Barberousse a conquis le port de Tunis et fut proclamé sultan de Tunis. Cette alliance franco-ottomane a duré presque 3 siècles jusqu'à l'expédition de Napoléon en Égypte. Les frères Barberousse ont servi 3 sultans de l'Empire ottoman et sous le règne de Soleiman le Magnifique, Arouj puis Khaireddin ont permis à l'Empire d'asseoir sa domination sur toute la mer Méditerranée. Capitaine, pacha, bey, puis sultan, Khaireddin prend sa retraite en 1545 et élit domicile à Istanbul. Il mourra une année après, le 4 juillet 1546, et fut enterré à Istanbul au mausolée de Barberousse, sur la rive européenne du Bosphore. Un troisième personnage objet de controverses et de mythes dans les littératures occidentales et orientales, tantôt grand guerrier conquérant et bâtisseur éclairé, tantôt aventurier sanguinaire et destructeur.
Il s'agit de Timur Lenk dit Tamerlan. Né en 1336 dans la ville de Kesh au sud de Samarcande, Tamerlan est originaire d'une tribu turque alliée au Khan mongol. Kesh faisait partie d'une région à domination turque jusqu'en 1360, date à laquelle elle est rattachée au Khanat de Jagatai selon le système établi par Gengis Khan, l'empereur mongol. Cette période était caractérisée par une forte instabilité politique et de très fortes discussions entre les familles régnantes qui a eu comme conséquence l'affaiblissement des pouvoirs locaux. Dans ce contexte, Tamerlan est parti faire ses armes en Iran et en 1364, il revient avec ses compagnons pour conquérir Jagatai, dont il devient le maître en 1370. Musulman sunnite pratiquant et grand prosélyte, Tamerlan fut hanté par la refondation d'un empire musulman après l'effondrement des Abbassides et que les Mamelouks n'ont pas pu reconstruire. Dans cette perspective, il part à la conquête de l'Orient dès 1370. Entre 1370 et 1380, Tamerlan, à la tête d'une armée composée essentiellement de Mongols et de Turcs, contrôle toute la région de Khawarezm entre l'Iran, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. Il réduit à néant la domination mongole en Asie. Entre 1380 et 1396, il soumet l'Afghanistan et l'Iran actuel à son pouvoir et fait de Samarcande la capitale de son empire en construction. En 1388, Tamerlan s'autoproclame sultan et non pas Khan, comme le veut la tradition mongole et les principes laissés par Gengis Khan. Ses armées ravagent d'autres régions comme la Syrie, l'Irak, l'Anatolie, l'Arménie et la Géorgie. L'histoire retient l'effroyable descente sur Bagdad en 1394, puis en 1401 où elle fut saccagée, détruite et ses populations massacrées. L'Asie mineure n'est pas en reste, il obtient une victoire retentissante contre le sultan ottoman Bayazid Ier, qu'il fait prisonnier lors de la bataille d'Ankara en 1402. L'empire constitué par Tamerlan est le fruit de conquêtes spectaculaires, coulant des flots de sang, installant la peur et laissant derrière elle des ruines, des pillages, des morts ou des mutilés. Les fondations de cet empire sont fragiles car il manquait une gouvernance territoriale solide, locale et centrale. À chaque conquête, Tamerlan mettait en place un système administratif basé sur un mélange des lois de Gengis Khan et de la charia, la loi islamique. Sous son règne, Samarcande a connu un essor important sur les plans de l'urbanisation, du commerce, des arts et de la culture. Des différentes régions conquises, Tamerlan y a amené des artisans, des savants et des lettrés. Mais la faiblesse de l'organisation territoriale et l'absence d'unité a fait que l'empire timouride n'a pas résisté à la mort de Tamerlan. En juillet 1405, Tamerlan meurt sur la route de la Chine où il comptait guerroyer. Sa dépouille est enterrée à Samarcande et son empire est réparti entre ses 4 fils. Il disparaît en 1507 après les attaques répétitives turkmènes originaires d'Asie centrale.